3 millions de francs CFA. C'était la somme qui allait détruire une famille entière. Dans une chambre modeste éclairée à la lampe à pétrole, 2 sœurs chuchotaient leurs rêves. Aïcha, l'aînée ambitieuse, et Fatou, la cadette. Timides, ignoraient encore que leur rencontre avec Karim le lendemain scellerait leur destin. Un homme charmant, un chèque mirobolant et des promesses trop belles pour être vraies. Comment ces adolescentes brillantes ont-elles pu sombrer dans un cauchemar dont elles ne reviendraient jamais intactes? Dans le quartier populaire de Sikasso, la famille Diallo vivait modestement mais dignement. Monsieur Diallo travaillait comme ouvrier dans une usine de coton, tandis que son épouse tenait un étal au marché. Ils se donnaient corps et âme pour offrir une bonne éducation à leurs 2 filles. Aïcha, 19 ans, brillante élève, rêvait de devenir médecin. Sa sœur Fatou, 17 ans, plus timide, excellait en littérature. Le soir, à la lueur tremblotante d'une lampe à pétrole, elles partageaient leurs rêves. « Imagine, Fatou, » disait Aïcha avec des étoiles dans les yeux, « un jour, nous aurons une grande maison pour papa et maman. Plus besoin qu'ils se lèvent avant l'aube. » Fatou répondait avec son doux sourire, « et une bibliothèque remplie de livres. Mais d'abord, il faut réussir nos examens. » Hélas, le destin en décida autrement. Un vendredi après les cours, alors qu'elles traversaient le marché animé, un jeune homme en costume immaculé les interpella. « Mesdemoiselles, pourriez-vous m'indiquer la banque EcoBank? Je suis nouveau en ville. » Cet homme se présentait comme Karim. Son allure sophistiquée, son parfum discret et sa montre en or, qui scintillait au soleil, intriguèrent immédiatement Aïcha. « C'est à 2 rues d'ici, » répondit-elle avec empressement. « Je peux vous y conduire si vous voulez. » Fatou, plus méfiante, tira doucement sa sœur par la manche. « Maman nous attend !» Mais Karim avait déjà sorti son portefeuille en cuir, laissant entrevoir des billets de 10 000 francs. Se penchant légèrement, il ajouta d'une voix confidentielle « Je dois décaisser un chèque important. 3 millions. » Mais ces banques africaines, toujours des complications administratives. Ce chiffre fit battre le cœur d'Aïcha plus fort. Les jours suivants, Karim devint omniprésent. Il les attendait à la sortie du lycée, leur offrait des jus de fruits glacés, parlait avec assurance de ses affaires à Abidjan et Dubaï. Un après-midi, près des berges du fleuve, il leur montra un document officiel froissé. « Regardez, mon héritage. Mais sans compte joint, je dois payer 500 000 francs de taxes. Si vous pouviez m'aider, » Aïcha, les yeux écarquillés, s'exclama. « 500 000 francs. Mais c'est une fortune !» Karim eut un sourire entendu, ridicule comparé aux 3 millions. « Et je vous donnerai 20% chacune. » Ce soir-là, dans leur chambre, les sœurs se disputèrent de violemment. Fatou, les larmes aux yeux, suppliait « C'est un escroc, Aïcha, ne vois-tu pas ?» Mais Aïcha, la voix tremblante de colère, rétorqua « Tu veux donc rester pauvre toute ta vie, pendant que papa se tue au travail ?» La nuit du départ, Fatou résista jusqu'au bout. Sanglotant, elle murmura « Je ne peux pas faire ça à maman. Tu sais bien qu'elle a des problèmes de cœur. » Aïcha fut implacable. « C'est précisément pour eux que nous partons. Dans 1 mois, ils nous remercieront. » Elles laissèrent une lettre déchirante sur la table de la cuisine et prirent le bus de nuit pour Bamako. À leur arrivée, la désillusion fut amère. Le hôtel n'était qu'un bouge sordide. Les premiers jours, Karim se montra aux petits soins. Puis il commença à exiger de l'argent. « Les frais ont augmenté », déclara-t-il un matin, le regard dur. « Donnez-moi vos bijoux. » Quand elles n'eurent plus rien à lui donner, son attitude changea radicalement. D'une voix glaciale, il annonça « Il reste une solution. Des amis à moi cherchent des serveuses. C'est bien payé. » Aïcha comprit alors, trop tard, l'horrible vérité. Ses amis tenaient un bar clandestin où l'on servait de l'alcool frelaté à des hommes riches et sans scrupules. Fatou, trop jeune et fragile, fut la première victime. Un soir, effondrée dans les bras de sa sœur, elle sanglotait. « Il m'a touché. Je veux mourir. » Quand Aïcha tenta de s'enfuir, un vigile massif la rattrapa et la roua de coups en ricanant. « Tu crois qu'on laisse 600 000 francs s'envoler comme ça ?» Leur salut vint d'un client au cœur compatissant qui alerta discrètement la police. Lorsque les gendarmes firent irruption dans l'établissement, les 2 sœurs étaient méconnaissables. Amaigries, le regard vide, les vêtements en lambeaux. Le retour au village fut un calvaire. Leur mère s'effondra en les voyant, hurlant. Sa douleur. « Qu'ont-ils fait à mes bébés? Mon Dieu, qu'ont-ils fait ?» Le médecin du dispensaire, après un examen approfondi, dressa un bilan accablant. Fatou, enceinte de 3 mois, souffrait de dépression.
sévère Aïcha présentait des fractures mal soignées et des infections 1 an plus tard, le drame atteignit son paroxysme, Fatou succomba lors d'un accouchement difficile, son corps trop faible pour supporter l'épreuve, Aïcha sombra dans la folie, errant sans but dans les rues du village. Leur mère fut terrassée par une attaque cérébrale. Quant à Karim, il semblait s'être volatilisé dans la nature sur la tombe fraîchement creusée de Fatou. Monsieur Diallo murmura, brisé, « Pardonne-nous, ma fille, nous n'avons pas su vous protéger. » Les jours qui suivirent leur retour furent un long supplice. La maison, autrefois pleine de rires et de vie, n'était plus qu'un lieu hanté par le silence et la douleur. Un matin, alors que le médecin venait examiner Aïcha, Madame Diallo s'effondra. « Dites-moi que ce n'est pas vrai, docteur. Ma Fatou, enceinte? Mais comment est-ce possible ?» Le médecin baissa les yeux, incapable de trouver les mots. Dans un coin de la pièce, Aïcha, assise en position fœtale, fixait le mur d'un regard vide où ne subsistait plus aucune lueur de raison. M. Diallo, les poings si serrés que ses ongles s'enfoncèrent dans sa chair, gronda. « Je le retrouverai. Ce monstre, je jure devant Dieu que… » Sa femme l'interrompit brutalement. « Tais-toi. Regarde ce que la vengeance nous a déjà coûté. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. Les mêmes voisins qui autrefois admiraient les filles Diallo se mirent à chuchoter derrière leur dos. « Je l'avais toujours dit. » commentait une commère au marché. 7. Aïcha était trop orgueilleuse. « Elles ont couru après l'argent facile, » renchérissait une autre avec un ricanement, et regardez le résultat. Chaque parole était un coup de couteau pour les parents meurtris. Peu à peu, Madame Diallo cessa de sortir de la maison. Fatou, autrefois si vive et rieuse, n'était plus qu'une ombre de elle-même. Elle refusait toute nourriture, restant des heures recroquevillée dans un coin, muette. Une nuit, alors qu'Aïcha veillait près d'elle, Fatou murmura d'une voix à peine audible « Aïcha, je veux mourir, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à mourir. » Aïcha, effondrée en larmes, ne put que répéter en boucle « Pardonne-moi. Oh, ma petite sœur, pardonne-moi. » Alors que la grossesse avançait, Fatou dépérissait de jour en jour. Le médecin, après un nouvel examen, fut catégorique. Son corps est trop faible, elle ne survivra pas à l'accouchement. La nuit où Fatou mit son enfant au monde fut la plus terrible qu'eût connue la famille Diallo. Pendant des heures interminables, les cris déchirants de la jeune fille résonnèrent dans toute la maison. « Elle perd trop de sang !» s'alarma la sage-femme. « Le bébé ne respire pas !» Quand enfin le silence tomba, il n'y eut pas de pleurs de nouveau-né. Seulement les sanglots déchirants de Madame Diallo, berçant le corps inerte de sa cadette, tandis que le petit être sans vie gisait à côté, enveloppé dans un linge. « Réveille-toi, mon ange !» sanglotait la mère. « Maman est là !»« Réveille-toi, je t'en supplie. » Le lendemain des funérailles, Aïcha disparut. On la retrouva 3 jours plus tard, errant près des berges du fleuve, vêtue seulement d'une robe déchirée et souillée, chantonnant une berceuse d'enfance. « Fatou va bientôt revenir !» riait-elle aux éclats. « Elle me l'a promis. » Ses yeux, autrefois si vifs, n'avaient plus aucune lueur de raison. Les médecins diagnostiquèrent une psychose traumatique irréversible. 1 mois plus tard, alors que M. Diallo tentait désespérément de maintenir ce qui restait de sa famille, le coup final arriva. Le médecin, le visage grave, annonça « Votre femme, l'AVC a été massif. Elle ne se réveillera pas. » Assis entre son épouse plongée dans un coma profond et sa fille aînée devenue une étrangère à elle-même, M. Diallo fixa le mur pendant des heures. Puis, sans un mot, il prit la vieille photo de famille jaunie où tous souriaient encore et sortit dans la nuit. On retrouva son corps au petit matin, suspendu à la branche du vieux manguier sous lequel ses filles avaient joué enfant. Les années Antsetsis passèrent. La maison des Diallo, autrefois pleine de vie et de rire, devint un repère pour les enfants du quartier en quête de frissons. Certains juraient y entendre des pleurs étouffés la nuit. Une folle errante, ressemblant étrangement à Aïcha, venait parfois chanter des berceuses devant les ruines. Quant à Karim, les rumeurs divergeaient. Certains affirmaient l'avoir reconnu sous une nouvelle identité dans la capitale, vivant luxueusement. D'autres prétendaient que son cadavre avait été identifié parmi les victimes d'un terrible accident de la route. Mais personne ne sut jamais la vérité. Tout comme personne ne sut ce qu'était devenu le petit corps sans nom
enterré à la hâte derrière l'hôpital de district. Les saisons se succédèrent. La maison abandonnée des Diallo, ses murs décrépits encore marqués par les traces des photos arrachées, se mit lentement à s'effondrer sur elle-même. Seule la vieille balançoire rouillée continuait de grincer, sous le vent, comme si des mains invisibles la poussaient encore. On dit que la folle revient chaque nuit de pleine lune, chuchotait un petit garçon à ses amis. Elle cherche sa sœur perdue. Un soir de décembre particulièrement froid, alors que la pluie battait les toits de tôle ondulée, une silhouette famélique se faufila entre les planches pourries de la maison abandonnée. Aïcha, bien qu'âgée seulement de 35 ans, en paraissait 20 de plus. Pieds nus sur le sol glacé, elle caressa tendrement un mur décrépit et murmura. « Fatou, c'est l'heure du dîner. Maman a préparé ton plat préféré, le riz au poisson. » Pendant ce temps, dans un quartier huppé de Bamako, un homme d'affaires prospère organisait une fastueuse réception. Sous le nom de Mamadou Keïta, avec une élégante cicatrice sur la joue gauche, comme seul vestige de son passé, Karim recevait les compliments de ses invités. « À Mamadou !» tonna un convive en levant son verre de champagne, l'exemple même de la réussite. Soudain, une serveuse maladroite renversa son verre de vin rouge sur la chemise immaculée de Karim. Lorsque leurs regards se croisèrent, le sang de l'homme se glaça dans ses veines. Ses yeux, il les reconnaissait. « Pardon, monsieur, » murmura la serveuse d'une voix tremblante. « Je suis tellement maladroite !» Mais avant qu'il n'ait pu articuler un mot, elle avait disparu dans la foule des invités. Les jours suivants, Karim devint méfiant, paranoïaque. Il sursautait au moindre bruit, croyant reconnaître des silhouettes familières dans chaque ombre. Une nuit, en rentrant chez lui, il trouva sa porte d'entrée entr'ouverte malgré le système de sécurité sophistiqué. Armé d'un couteau, il avança prudemment dans l'obscurité du salon. « Qui est là ?» gronda-t-il, la voix rauque de peur. Dans la pénombre, une forme indistincte était assise dans son fauteuil en cuir. Une voix féminine, douce et pourtant glaçante, résonna. « Tu m'avais promis 3 millions, Karim. Je viens les réclamer. » D'une main tremblante, il actionna l'interrupteur. La lumière jaillit, révélant un fauteuil vide. Seul un collier de perles ébréché, celui-là même qu'il avait arraché du cou de Fatou, gisait sur le coussin, comme posé avec soin. La veille du 10e anniversaire de la mort des Diallo, Karim reçut une lettre anonyme, écrite d'une main tremblante. « Rendez-vous à la maison d'autrefois, minuit, il est temps de régler nos comptes. » Fou de terreur, mais incapable de résister à cette force obscure qui le poussait, il fit le voyage jusqu'à Sikasso. La maison abandonnée était étrangement éclairée par des dizaines de bougies, leur lueur dansante projetant des ombres mouvantes sur les murs décrépits. Au centre de la pièce principale, Aïcha l'attendait, vêtue de la robe bleue que Fatou portait le jour de leur fugue. « Tu es en retard », dit-elle avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux vides. « Fatou t'attend depuis si longtemps. » Karim recula, pris de panique. « Tu es folle, laisse-moi partir. » Soudain, comme soufflé par une bourrasque invisible, toutes les bougies s'éteignirent simultanément. Dans le noir absolu, Karim entendit distinctement des pas légers. Non pas une paire, mais 2, se rapprochant de lui. Le lendemain matin, des voisins curieux trouvèrent la porte grande ouverte. À l'intérieur, Karim était assis dans un vieux fauteuil vermoulu, les yeux exorbités, la bouche tordue dans une expression de terreur absolue. Son cœur avait lâché. Sur la table poussiéreuse, devant lui, étaient alignés 3 millions de francs CFA, en billets de Monopoly décolorés. Aïcha ne fut jamais revue. Mais certains soirs d'orage, lorsque le vent souffle en rafale à travers les ruines de la maison Diallo, les habitants du quartier jurent entendre résonner 2 rires de jeunes, filles, joyeux et insouciants, comme figés dans le temps. Et la vieille balançoire rouillée continue de grincer doucement, poussée par des mains que personne ne voit.